On fait très souvent l'erreur de croire que l'on gère ses émotions en décidant simplement de ne garder que les bonnes. On sourit, on rit, on avance, et on met de côté tout ce qui gratte, tout ce qui pèse, en pensant que ce qui coûte, qui est difficile à vivre et désagréable, est mauvais. Ce sont de mauvaises émotions. On parle d'émotions positives et d'émotions négatives. Pourtant, à force de faire le tri, on finit par se raconter une histoire qu'on sait au fond de soi fausse, et qui pourtant est bien réelle, c'est qu'à force de choisir d'étouffer ce qu'on estime être des émotions négatives ou mauvaises, eh bien, on finit par s'en couper. On ne ressent plus certaines choses. Ou plutôt, on se fait croire qu'on n'est pas en colère, qu'on n'est pas triste, ou que ça ne nous affecte pas, ou que la honte ne nous concerne pas. Et pourquoi fait-on ça ? Il y aurait des émotions positives et des émotions négatives ? On s'est dit que ressentir la colère ou la tristesse faisait de nous une mauvaise personne, ou en tout cas renvoyait de nous une mauvaise image, à commencer par nos propres yeux. Alors, pour avoir la paix et se sentir valable, on a choisi de s'amputer, on a bâti une vie sans vagues, en se passant de tout ce qui dérange, sans se rendre compte que l'on est en train d'enclencher un problème qui est que l'on passe à côté de sa propre vie, on passe à côté de soi, on se condamne finalement à passer par voie de conséquence à côté des autres. Aujourd'hui, nous allons précisément regarder ce mécanisme de tri, le piège de la hiérarchie des émotions et la nécessité de se recentrer sur soi-même pour se remettre à construire le couple que l'on veut solide. L'adactylie ou la brachydactylie est l'absence congénitale d'un ou de plusieurs doigts. Rassurez-vous, vous n'êtes pas sur le mauvais podcast, continuez à me suivre. Même si la médecine sait apparemment appareiller pour adapter le corps avec une opération, la perte d'un seul de ses doigts désorganise la biomécanique de la main. Donc l'absence des membres supérieurs empêche l'utilisation classique des mains pour les activités les plus courantes comme la manipulation d'objets, l'écriture, l'hygiène personnelle. Donc on a recours à des technologies d'assistance que je ne vais pas détailler ici. Et puis on a une prise en charge pluridisciplinaire, évidemment, parce qu'on est véritablement dans un handicap. La main humaine est une merveille d'évolution dotée de la pince digitale avec le pouce, en opposition aux autres doigts, l'auriculaire, souvent manipulé, assure à lui seul près de 50% de la force de préhension globale de la main. Je parle bien de l'auriculaire, le petit rikiki, comme on dit aux enfants, et notamment pour la fermeture et la solidité de la prise. Se passer d'un doigt, c'est amputer la main de sa pleine puissance. Quand il manque un doigt, un seul sur 5, on a perdu une partie de sa puissance. Mais pourquoi vous parlez de cette malformation congénitale ? La première raison est que nous ne sommes pas assez conscients du privilège que nous avons d'avoir 5 doigts parfaitement adaptés à notre service sur chacune de nos mains. Mais je sais que vous n'êtes pas en train d'écouter un podcast diffusé sur une chaîne de chirurgie orthopédique ou de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Je vous demande pourtant de patienter avant que je vous donne la deuxième raison pour laquelle je parle de l'adactylie. Avant ça, comprenons que d'un point de vue évolutif, la nature ne fait rien au hasard. Si l'humain est doté de 5 doigts et d'une palette émotionnelle complète, ce n'est pas une option esthétique. C'est un kit pour la vie et la survie en cas de besoin. Une capacité colossale d'adaptation, je dirais optimale. Paul Ekman, l'un des spécialistes les plus influents dans l'étude des émotions, affirme dans les années 70 qu'il y a 6 émotions de base. La joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. Elles surgissent brusquement et ne sont ni volontaires ni raisonnées. Je cite: les émotions secondaires ou émotions mixtes constituent quant à elles des mélanges d'émotions de base. C'est par exemple le cas de la honte qui réunit de la peur et de la colère envers soi-même. Elles sont également plus réfléchies. La liste des émotions secondaires est longue et comporte notamment l'amour, la haine, la méfiance, la culpabilité, etc. Je continue à citer. Une autre manière de classifier un certain nombre d'émotions a été proposée par James Russell et James Carroll.
Sur la base d'enquêtes, ils ont élaboré un modèle qui répartit les émotions en fonction de 2 axes. Le premier allant des émotions négatives aux émotions positives, le second allant de l'activation forte à l'activation faible. Fin de citation, comprenez l'intensité émotionnelle. Vous pouvez trouver ces informations dans le livre de Jacques Lecomte, qui traite vraiment des émotions avec brio. Enfin, je dis le livre, non, l'article de Jacques Lecomte qui a été publié sur kn.info. En psychologie et en neurosciences, la fourchette des émotions va de 4 à 8 émotions de base. Je vous ai dit que Paul Ekman en propose 6, mais on n'a pas tous été d'accord en psychologie. Certains disent 4, d'autres 5, d'autres 6, d'autres 7, jusqu'à 8. Chez Couple Heureux, j'aime utiliser l'image de la main pour représenter les émotions de base. Le gros avantage, c'est qu'on s'en souvient. On s'en souvient visuellement aussi, dans la mémoire physique. Par conséquent, j'en retiendrai 5. Et comme la psychologie ne parvient pas à trancher dans tout ça, j'ai pris le parti de trancher. Voici donc la base sur laquelle je travaille avec les 5 émotions suivantes. Le pouce, la joie. L'index, la peur. Le majeur, la colère. L'annulaire, la tristesse. L'auriculaire, la honte. Joie, peur, colère, tristesse, honte. Si l'on retire tout le vernis moral et les étiquettes de bien et de mal concernant les émotions, quelle est la mission première d'une émotion ? Elle est là pour nous informer. Mais peut-être avez-vous de la peine à continuer à me suivre parce que vous continuez à vous demander « Mais pourquoi Pascal a-t-il parlé de la dactylie ?» Continuez à me suivre, s'il vous plaît. Donc si on retire tout le vernis moral, j'ai bien dit qu'on garde la mission principale d'une émotion qui est de nous donner une information. Un signal émotionnel, qu'il soit confortable ou inconfortable, qu'il soit étiqueté de bon ou de mauvais, de positif ou de négatif, est un message brut. Si je vous dis qu'il pleut, ça n'a rien de positif ou de négatif, c'est un fait, c'est un message. Si je vous dis que la température extérieure est de 36 degrés, c'est une information. Un message. Ce n'est pas bien ou mal. Ce n'est pas confortable ou inconfortable en soi. C'est vous qui choisirez si 36 degrés c'est confortable ou inconfortable en fonction de votre histoire, de votre passé, de votre culture. Continuons à focaliser sur les 5 émotions de base qui ont pour mission de nous informer, je rappelle. Et je voudrais que vous vous en rappeliez au moins jusqu'à la fin de cet épisode et en vrai, à minima, jusqu'à la fin de votre vie. La joie a pour mission de nous informer d'une chose, et je touche mon pouce alors que je parle de la joie. Elle nous indique ce qui nourrit notre vitalité et qui confirme un besoin satisfait. La peur, l'index, nous indique un danger ou un besoin de sécurité. La colère, le majeur, nous montre qu'une limite a été franchie. Et évidemment que ça ne nous convient pas. L'annulaire, la tristesse, nous signale une perte ou un deuil que l'on a à traverser. L'auriculaire, la honte, nous ramène à une sensation de vulnérabilité et d'appartenance également. Comme le soulignait si bien le philosophe et essayiste Spinoza dans son Éthique, l'émotion qui est une souffrance cesse d'en être une dès que nous en formons une image claire et distincte. Autrement dit, dès qu'on cesse de fuir ce qu'on ressent pour le regarder en face, je dirais même pour l'accueillir comme une information, la charge de souffrance diminue et elle va laisser place à un pouvoir décisionnel. Quand il y a joie, je prends une décision de comportement. Je vais juste rappeler le phénomène en chaîne. Valeur qui produit des croyances, qui produit des pensées, qui produit des émotions, qui aboutissent en actions et en paroles. On est juste avant les actions et les paroles quand je parle de l'univers émotionnel. Donc quand je dis
que je vais pouvoir prendre une décision, ça veut dire qu'en réalité, il va y avoir une injection en quelques millièmes de seconde qui va me permettre d'agir ou de parler en conséquence de l'information perçue. Ça, c'est quand je réagis. Mais quand j'ai pris le temps de réfléchir en amont à ce que je vais choisir de faire après réception de l'information de joie, de peur, de colère, de tristesse ou de honte, j'aurai la possibilité de mettre en mouvement la décision précédemment prise. Je sais que tu n'as jamais entendu ça, c'est nouveau, et pourtant c'est ce qu'on appelle agir, à la différence de réagir. On réagit quand on est dans un programme automatique, on n'a pas pris le temps de réfléchir. Ça vient, c'est comme ça. Et ça renvoie à un podcast qui s'intitule « C'est plus fort que moi ». Bah, quand il m'a dit ça, paf, du tac au tac, je lui ai dit ça. Donc tu as réagi. Bah oui. Par contre, quand j'agis, il me dit ça et je vais réfléchir. Parce que je vais peut-être me référer à quelque chose que j'avais déjà construit antérieurement, peut-être des croyances, des valeurs, des pensées, qui font que j'avais prévu que si je ressentais une émotion de colère, de peur, je convoquerais telle ou telle pensée, croyance, et donc je déciderais de faire suivre tout ça de telle action ou de telle parole. Si vous décidez de ne capter que les informations qui vous arrangent, c'est-à-dire uniquement la joie, par exemple, parce qu'en général, c'est celle qu'on a envie de ressentir, vous réduisez de manière drastique votre pouvoir d'action. C'est comme piloter un navire en fermant les yeux sur la moitié des instruments de bord, sous prétexte que les voyants rouges ne nous plaisent pas. Alors qu'en écoutant l'entièreté de nos émotions, nous récupérons l'entièreté de l'information. Et avec toutes les informations en main, on peut décider et ne plus subir. Du coup, nos décisions deviennent justes, adaptées et revêtent de la puissance. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la dactylie tout à l'heure. Je vous ai dit, mais vous n'écoutez pas un podcast diffusé sur une chaîne de chirurgie orthopédique et de chirurgie plastique, etc. Mais voilà pourquoi je vous ai parlé de la dactylie. Peut-être certains l'ont déduit avant que je prenne le temps maintenant de l'expliquer. Si je vous parle de la dactylie, ce n'est pas seulement pour mesurer la chance d'avoir 5 doigts à chaque main. Il y a une seconde raison, bien plus profonde, qui fait écho à votre vie de tous les jours et à votre couple, comme au mien. Cette seconde raison, c'est que de la même manière qu'une malformation prive un corps de sa pleine puissance physique, d'un doigt par exemple, vouloir vivre sa vie en éliminant certaines émotions revient à s'infliger une amputation volontaire, même s'il ne s'agit que de l'amputation d'une émotion sur les 5 émotions de base que j'ai sélectionnées chez Couple Heureux. À force de mettre la honte, la tristesse ou la colère aux oubliettes, par exemple, sous prétexte qu'elles seraient négatives, on se condamne à vivre avec une main relationnelle amputée. On se fait miroiter qu'on est branché sur l'autre, qu'on fait des efforts pour la rencontre, alors qu'on est totalement infoutu de se rencontrer soi-même d'abord. On ne peut pas connecter authentiquement avec quelqu'un d'autre quand on a verrouillé la moitié de ses propres capteurs internes, ou même ne serait-ce que 1 ou 2 capteurs internes. C'est pour ça qu'il y a urgence à changer de posture. On ne peut pas construire de couple de ses rêves si on ne commence pas par se construire solidement soi-même. C'est une règle absolue. Vouloir une relation épanouie en étant fâché avec sa propre palette émotionnelle, c'est bâtir une maison sur du sable. Alors que faire la paix avec soi, c'est prendre la décision lucide de ne plus amputer son humanité, c'est accepter de regarder en face ce que chaque émotion a à nous dire, sans tri sélectif, sans honte et sans faux fuyant. C'est finalement se dire, je m'accepte, ou plutôt d'abord, j'accepte l'information. C'est pas la peine de se boucher les oreilles. Monsieur, madame, il y a un séisme qui va frapper votre région, il y a un tremblement de terre colossal qui sera de 7 sur l'échelle. Non, je me bouche les oreilles parce que je ne veux pas entendre le fait qu'il y aura un tremblement de terre.
le fait est que si je n'ai pas l'entièreté de l'information, je risque de rester là et de me retrouver en plein séisme, sous un éboulement d'immeubles ou je ne sais quoi. J'ai tout intérêt à recevoir l'information. Quand mon partenaire me dit, mais j'en ai ras-le-bol de voir ta manière d'agir. Je te dis de faire telle chose, tu me dis que tu es d'accord et tu ne le fais pas. Mais quand est-ce que je pourrais vraiment compter sur toi? Alors si je commence à me boucher les oreilles en me disant, non, je suis pas d'accord que tu me le dises, je ne veux pas entendre cette information-là, parce que évidemment j'ai des émotions négatives qui remontent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma relation conjugale? À part prendre rendez-vous avec les pompes funèbres pour commencer à prévoir le deuil et les obsèques de mon couple. En réalité, si je me coupe de certaines de mes émotions, même d'une seule de mes émotions, je me coupe de la relation avec moi. Si je me coupe de la relation avec moi, d'une relation profonde et authentique, vraie, parce que je me suis coupé de mes émotions, donc je suis privé d'une partie des informations, je me coupe d'une possible relation véritable avec mon partenaire. Si je prends toujours l'image de ces 5 émotions de base, joie, peur, colère, tristesse, honte, on peut visualiser qu'il y a entre moi et mon partenaire une connexion avec laquelle, comme s'il y avait des câbles qui nous relient l'un et l'autre avec ces 5 émotions, joie, peur, colère, tristesse, honte. Et quand on est en relation l'un avec l'autre, on va passer par ces 5 canaux de communication, joie, peur, colère, tristesse, honte. Si j'en ai ras-le-bol de ressentir de la colère, par exemple, et que je coupe le câble de la colère, ou je déconnecte, je vais avoir joie, peur, tristesse, honte. Mais est-ce que je ne ressens plus de colère? Si. Mais ce faisant, puisque je refuse que, quand je ressens de la colère, je puisse véhiculer ce ressenti à mon partenaire, je prive notre relation conjugale d'un canal, d'un axe de connexion, de relation, de connivence, de complicité qui peut être destructeur. Je suis un très mauvais bricoleur, mais j'aime bricoler. En fait, par principe, j'aime bien apprendre à faire des choses que je ne sais pas faire. Et il est arrivé que ça a été à mes risques et périls. Bon, je suis encore là pour en parler, donc vous avez compris que même si les urgences sont venues à la maison, parce que j'ai pris une décharge électrique colossale, de ne pas avoir correctement pris les précautions avant de bricoler une prise de courant, je fais attention. Et j'ai remarqué que même si je suis, comme je l'ai dit, un piètre bricoleur, si un fil est légèrement déconnecté, mais légèrement, c'est-à-dire que il est dans le sucre, mais il est pas suffisamment, il est tout près, mais il n'est pas en contact véritable avec l'autre câble. On a beau appuyer comme on veut, on a beau mettre toute l'intention du monde, le courant ne passe pas. L'interrupteur nous dira, tu peux m'activer pendant 150 fois tous les jours, hein, tu peux persévérer, ça ne sert à rien, il n'y a pas la connexion. On a coupé la connexion. Et je t'informe que c'est toi qui as coupé la connexion. Parce que personne ne peut venir couper une perception émotionnelle que tu as dans les émotions de base. Tu es seul en mesure d'activer ou de désactiver des axes de connexion émotionnelle. C'est pareil d'ailleurs si ton partenaire partage des émotions que tu considères comme étant négatives, il te partage de la tristesse, tu vois qu'il déprime, c'est difficile, c'est pénible, et tu coupes ce câble parce que tu ne veux plus que viennent de ton partenaire vers toi des émotions négatives de tristesse, de déprime, de dépression ou de dépréciation de lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer à côté l'un de l'autre. Et puis même d'ailleurs, sans faire prophète de malheur, je peux t'assurer que le jour où ton partenaire rencontre quelqu'un qui aura la bienveillance de l'écouter dans son entièreté avec tous les câbles émotionnels, il y a de grandes chances qu'il s'attache à lui ou à elle et que tu te trouves surpris de découvrir que ton partenaire a tissé des liens intimes avec quelqu'un d'autre et que c'est pas normal, il ou elle a décidé de me tromper. Non, il n'a pas décidé de te tromper, il a décidé de se mettre en relation avec quelqu'un qui le reçoit dans son entièreté et par voie de conséquence, ça aboutit sur une relation extra-conjugale, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être en relation avec quelqu'un qui a tous les câbles. Les 5 câbles de connexion. Joie, peur, colère, tristesse, honte. Est-ce que tu as tous ces câbles activés dans ta relation avec toi-même d'abord? Oui ou non? Si c'est non,
par voie de conséquence, tu les as pas activés avec ton partenaire. Parce que si tu as horreur de la honte, par exemple, et que tu as désactivé ce câble de connexion émotionnelle relatif à la honte dans la relation que tu as avec toi-même, tu veux surtout pas la fréquenter, la honte. Donc quand ton partenaire a honte ou quelqu'un autour de toi a honte, non, ça n'existe pas. On appelle ça le déni. Ça n'existe pas. Je ne veux pas voir ça, surtout pas. Au secours, il y a de la... non. Alors on la maquille en autre chose. D'ailleurs, certaines personnes font ce que j'appelle l'usage de l'émotion qui cache la forêt. Ça veut dire qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont que joie et colère comme émotion. Moi, c'est que de la colère. Non, tristesse, honte, peur, tout ça, non, c'est colère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement usagés du fait d'employer la colère, depuis gamin, et même généralement depuis plusieurs générations, que c'est l'émotion qu'ils chérissent. Alors, ils ont le nez collé à l'arbre de la colère, et ils nous voient collés à colère, en oubliant que derrière cet arbre, il y a peur, tristesse et honte. Sans parler de la joie, évidemment, mais celle-là, ça va très bien, c'est une émotion positive. Non, s'il te plaît, ne te fais plus avoir à ce piège. Dis à ton mental, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus considérer peur, colère, tristesse, honte comme des émotions négatives. Je ne veux plus les considérer comme étant des problèmes. Je sais que si je les considère comme étant des problèmes, je passe à côté de moi. Et par voie de conséquence, je passe à côté de mon partenaire. Et même de la relation avec tout le monde, mes amis, mes copains, mes voisins, mes parents, mes potes. C'est un problème en soi. C'est comme si je n'avais que 4 doigts. Ah, mais tu n'as que 4 doigts à une main, ça va, t'en as encore 9. Bah non, c'est quand même un handicap. Ben bien sûr. Je voudrais t'inviter, s'il te plaît, à prendre au sérieux cette prise de conscience, de cesser de botter en touche, de cesser de faire l'autruche, de cesser de te mettre des bouchons d'oreilles ou des casques, les super casques là nouveaux, où quand on met la musique, on entend plus ce qui se passe autour, quand il s'agit de recevoir tes émotions. Je voudrais que tu t'entendes, que tu prennes du temps avec toi, que tu te reçoives et que tu t'accueilles, avec bienveillance, synonyme, sans jugement. Tu t'accueilles en te disant, ok, l'émotion, si tu viens, c'est parce que tu me veux du bien. Si tu me donnes une information, c'est pour que je puisse prendre une décision. Je sais que c'est pas toi qui prends la décision, tu n'es qu'une émotion. C'est moi qui choisis de prendre la décision. Alors donne-moi l'information. Toutes les informations, même celles que je ne veux pas entendre, donne-les-moi toutes, que je puisse les recevoir et de ce fait, augmenter ma capacité, mon pouvoir décisionnel. Parce que je sais que c'est là que je commence à vivre, à être un humain vraiment entier, complet. Joie, peur, colère, tristesse, honte. Je vous écoute. Quand la honte, la colère, la tristesse ou la peur veut dire quelque chose, je t'écoute. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire ? En fait, tu as peur. Oui, et pourquoi j'ai peur d'après toi ? Parce que tu te dis que si tu prends telle décision, ton partenaire ne va pas apprécier. Ah oui, c'est ça. Mais ça veut dire que si j'ai peur parce que je pense qu'il ne va pas apprécier, ça veut dire que je me dis que si je prends cette décision, il risque de me désaimer, c'est ça. Mais oui, c'est ça exactement. Bon, merci pour l'information. Alors, est-ce que je choisis de valider ou pas l'information ? Est-ce que si mon partenaire me dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait, c'est synonyme de je ne t'aime plus ? Non, évidemment. Ça s'appelle disputer son émotion. Parce que en fait, disputer, on a l'impression que c'est ouais. Non, c'est pas ça. Disputer, c'est discuter avec l'autre. On appelle ça une disputation au Moyen-Âge d'ailleurs. Discuter avec l'autre pour argumenter, contre-argumenter, chercher à comprendre vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, tu es toi-même témoin du fait que quand tu dis à ton partenaire qu'il y a une chose que tu n'apprécies pas, tu n'es pas en train de lui dire synonyme, je ne t'aime plus. Tu es juste en train de lui dire, je n'apprécie pas que tu aies parlé comme ça à notre fils, par exemple. Et c'est pas parce que je n'apprécie pas que tu aies parlé comme ça à notre fils que je ne t'aime pas. C'est pareil quand mon partenaire vient, à supposer qu'il le fasse et qu'il me dise, Pascal, j'ai eu une aventure extra-conjugale. Il est pas en train de me dire, je ne t'aime plus. Donc l'émotion de peur. Je sais que tu as envie de me dire, aïe, attention, tu es menacé. Je sais, merci beaucoup pour l'information. Je l'accueille, merci. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui vais prendre la décision. Donc je vais continuer à écouter mon partenaire dans ce qu'il veut me dire, même si je t'ai écouté pour savoir ce que tu veux me dire. Donc tu m'as dit que tu as eu une aventure extra-conjugale ? Oui. Et comment tu vis ça ? Ça te fait quoi ? Parce que c'est quelque chose qui te ressemble pas, on est d'accord ? Si tu savais, je me sens renversé. Tu imagines si j'avais pas écouté ça et que je m'étais dit, oui, non, moi, c'est pas normal. J'écoute mon émotion de peur. Attention. Et que je me dis, attention, ton partenaire a une relation extra-conjugale. Ça veut donc dire
que c'est la fin de ton couple, tu ne peux plus écouter ton partenaire. Tu t'écoutes tellement fort que tu n'écoutes plus ton partenaire, ou bien si tu as coupé les câbles, tu ne t'écoutes tellement plus que tu fais preuve d'une forme de déni. Ouais, bon, écoute, oui, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, c'est comme ça. Voilà. Puis je m'en fous, de toute façon, je pensais bien que tu allais me tromper un jour. Et puis, non. Si tu te connectes à tes émotions, tu vas savoir ce que tu ressens. Et peut-être un des super moyens de le faire, je dis peut-être, mais j'en suis certain, après toutes ces années, c'est de prendre un cahier de vie et d'écrire ce que tu ressens, d'interroger ce que tu ressens, de questionner ce que tu ressens, de disputer ce que tu ressens. Mon partenaire m'a dit qu'il avait eu une relation extra-conjugale, qu'est-ce que je ressens ? Ben, a priori, je ressens rien, mais comme je sais que ce n'est pas possible de ne rien ressentir, qu'est-ce que je ressens ? Peut-être du détachement ou la peur de ressentir quelque chose. Ah, mais finalement, c'est une émotion de peur. Ah oui, j'ai peur que si je ressens quelque chose, ça m'affecte tellement que je me sens effondré. Ah oui, c'est l'émotion de peur, je vois. Ou bien j'ai la tristesse. Et un peu, en même temps, une tristesse de validation, parce que je me dis que ça va devenir un jour, il est trop beau, elle est trop belle, trop attirante, trop séduisante, trop charismatique, je ne sais pas quoi. Oui. Et je m'écoute, quel que soit ce que tu ressens, écoute-toi. Repense au chemin qu'on vient de parcourir, notamment avec l'image de la dactylie. Nous sommes partis du constat dévastateur, c'est vrai, que cette habitude, je dirais même insidieuse, de faire le tri dans ce que l'on ressent, de rejeter les vagues émotionnelles ou les émotions considérées comme étant négatives, désagréables, est une façon de se raconter des histoires confortables, mais qui sont quand même des illusions. On a l'impression finalement de vouloir s'installer dans le positif que dans le positif, sans se rendre compte que l'on s'installe dans une autodégradation, dans une affectation de soi, dans une détérioration de soi, du lien à soi, du lien à l'autre. On ne peut pas prétendre se connecter à l'autre quand on est totalement coupé de soi. Vouloir construire un couple vivant, solide, vibrant, riche, avec une boussole à moitié cassée, c'est bâtir quelque chose de prévu qui sera fragile par voie de conséquence. C'est là que tout se joue. Et c'est là que je t'invite à poser un acte fort. Ma véritable invitation aujourd'hui, c'est que tu décides maintenant de recevoir 100%, j'exagère, on ne peut pas recevoir 100% en conscience, disons l'entièreté des informations que te donnent tes émotions. Que tu n'aies plus la tendance à vouloir dire non, ça, je parle, non. Peu importe si au moment où tu le reçois, tu ne te sens pas en mesure de savoir quoi en faire. C'est complètement égal, c'est une information. Peu importe si tu te dis, c'est bien beau, mais je ne sais pas écouter ma colère ou ma honte sans paniquer. Ce comment, c'est pas le sujet du jour. Mon invitation, c'est le quoi. Écoute ton émotion. Ce qui compte, c'est la décision, c'est le choix lucide et volontaire de rouvrir les vannes, de dire oui à l'information telle qu'elle est, qu'elle soit confortable ou qu'elle soit, source de démangeaison. Le comment viendra ensuite, avec une évidence qui est souvent déroutante, parce qu'on se dit, mais finalement, je vois comment faire. Et puis, si tu ne sais pas comment faire, tu sais me trouver. Mais dès l'instant où tu as cessé de lutter contre toi-même, tu peux vraiment construire. Alors je te le souhaite vraiment du fond du cœur. Va à la rencontre de toi. Tu vas découvrir ta beauté vraiment quand tu auras les véritables informations. Et tu vas comprendre à quel point passer à côté de toi t'a fait passer à côté de beaucoup de personnes. De dimensions de la vie que tu pensais inexistantes. Qui parfois seront désagréables, c'est vrai. Mais qui seront des opportunités que tu pourras employer quand tu seras en mesure de prendre des décisions pour construire et aller dans le sens de qui tu es et de qui tu veux être. J'ai construit un programme qui s'intitule « Bâtir le couple de ses rêves », qui peut être vécu en solo ou en duo d'ailleurs,
dans lequel on travaille véritablement sur la découverte de soi, ses valeurs, ses croyances, ses pensées, comment on fonctionne, ses rêves, ses désirs, ses aspirations, les rêves nocturnes, les rêves diurnes. On apprend véritablement à se connaître. On apprend à se connecter à soi. Et vraiment, si tu ressens ce besoin, ne boude pas ton plaisir. Tu vas sur couple-heureux.com et tu cherches dans les programmes bâtir le couple de ses rêves. Tu peux le vivre en pleine autonomie. 30 vidéos, tu peux travailler tout seul avec les fiches à téléchargement, etc. Génial. Tu peux le vivre avec un accompagnement de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois avec moi en coaching. C'est comme bon te semble. Si tu ressens ce besoin d'aller te rencontrer, de te reconnecter vraiment à toi, voilà un outil. Et d'ailleurs, il est possible parfois que tu te demandes, mais j'ai le sentiment de passer à côté de mon partenaire. Peut-être que tu as déconnecté un des câbles de connexion émotionnelle. Parce que si tu passes à côté de ton partenaire, il est possible, fort probable que tu passes aussi à côté de toi, dans un de tes domaines de vie personnelle. Tu as rendez-vous avec toi? Allez, prends-le, ce rendez-vous avec toi. Crée un cahier de vie si tu n'en as pas encore. Et prends le temps, stylo bleu, d'écrire ce que tu ressens, d'entendre ce que tu ressens, de percevoir tout ce que tu es capable de percevoir dans ce que tu ressens, pour commencer à réécrire la vie que tu veux vivre avec la conscience, la pleine conscience de ce que tu choisis de créer.